ô l'éclair, ô l'éclair. Cette interrogation et cette conscience à la fois si intense et si douloureuse que je ne peux les lire sans larmes. Tels furent à propos de Nyx les mots de Marie de Régnier, meilleure amie de Catherine, au moment de préfacer l'édition posthume de Peau d'âme. Dans son dernier poème réside irréductiblement une part de mystère entrelacée sur la question d'une âme à son dernier soupir. Un poème que même une récente thèse universitaire, essayant patiemment de reconstruire le système posien à partir de ses cahiers de travail, approche et pourtant ne plie sous aucune grille analytique. Il faut dire que Nyx, tiré du grec ancien, veut dire la nuit, l'obscurité, les ténèbres. Et c'est bien à l'abord d'un insondable au-delà que se retrouve Catherine Pozzi, jusqu'au 5 novembre 1934, date du dernier manuscrit, quelques semaines avant la fin de sa grande journée. Tout se passe comme si on entendait mal, confie-t-elle à son journal. Il n'y a pas une rature, c'est étrange, achève-t-elle à propos du poème, certaine d'avoir reçu l'ultime envoi d'une force héréditaire, émanant de celle qui pourrait être une sœur historique. L'exclamation d'une poétesse de la Renaissance au talent tel que quelques universitaires aux passions tristes aimeraient en récuser la maternité. À la façon d'un Dante éclairé par Virgile sur les escarpements spiralés de l'enfer, c'est une poétesse au nom abrégé de 3 L qui vint la guider pour emprunter la courbe interrogative d'une ultime question, avant de passer le seuil du paradis où l'angoisse est désir. Mais est-ce avec des réponses que peut être rassérénée l'angoisse existentielle? Écoutons le poème. Nyx. À Louise, aussi de Lyon et d'Italie. Ô vous mes nuées, ô noirs attendus, ô pays fiers, ô secrets obstinés, ô longs regards, ô foudroyantes nues, ô vol permis outre les cieux fermés, ô grand désir, ô surprise épandue, ô beau parcours de l'esprit enchanté, ô pire mal, ô grâce descendue, ô porte ouverte où nul n'avait passé, je ne sais pas pourquoi je meurs et noie avant d'entrer à l'éternel séjour. Je ne sais pas de qui je suis la proie, je ne sais pas de qui je suis l'amour. Il y avait des ascendances italiennes. Pozzi, ça vient d'où? La famille est d'origine suisse, italienne, de cette enclave italienne qui est dans le canton des Grisons, pas dans le Tessin. Mais à l'origine, c'est une famille italienne au XVIIe siècle qui était protestante, persécutée pour cette raison-là, a émigré en Suisse. En fait, son père était protestant et sa mère était catholique. Voilà. Sa mère était catholique, d'une famille monarchiste lyonnaise, qui d'ailleurs avait été aussi en partie protestante. Mais là, effectivement, la famille est donc d'origine italienne, et ils étaient très conscients de cela. Et Samuel Pozzi et Catherine est très fière d'avoir cette origine. Dans le poème qu'elle dédie, où elle utilise un poème de Louise Labbé, elle dit bien « À Louise comme moi de Lyon et d'Italie ». Moi, je trouve que ces oraisons, en fait, elles ont une forme de... Enfin, elles forment une sorte de remerciement pour tout le chemin initiatique, en fait, qu'elle a parcouru au travers de son expérience. Quand elle dit « au beau parcours de l'esprit enchanté, au pire mal, aux grâces descendues », on voit qu'en fait, tous ces éléments-là, qu'ils aient été positifs ou négatifs, comme la nuit, les noirs attendus, on voit une sorte de souffrance, de mélancolie très intense, mais au vol permis outre les cieux fermés, est quelque chose de très élévateur. Donc je trouve qu'en fait, elle remercie simplement tout son parcours qui a eu, grâce ou à cause des vicissitudes de la vie humaine, qui a eu en fait une forme de grande valeur dans son éveil final.
qui est la suite logique, en fait, de toutes ces expériences très fortes dans la vie de Pozzi. Moi, je trouve que c'est un grand remerciement à son expérience. Et quand elle écrit « Aux portes ouvertes où nul n'avait passé », elle a fini par atteindre l'objet de sa quête. Ce vers-là, il évoque ce qu'elle cherchait à atteindre dans cet au-delà. Et en fait, cet autre monde-là, elle l'évoque dans Maya, elle lui déclare son amour dans Ave, elle le devine dans Vallée, elle le convoque dans Nova, elle l'accepte dans Scopolamine. Et là, elle le rejoint enfin. Journal, 31 janvier 1932. Enfin, le monde ne m'est plus une confusion. Il est un extraordinaire poème dont je sais les raisons autant qu'une étroite appréhension vivante les peut assembler. Mon travail est de faire, dans les autres, l'ordre qui s'est fait pour mes regards. Mais je ne puis faire qu'ils y pensent 14 ans, qu'ils apprennent ce que j'ai appris comme un écolier, puis comme un non plus écolier. D'où cette succession de hauts, cette interjection-là qui est importante et qui est d'ailleurs a un sens poétiquement parlant. C'est une interjection qui est lourde de sens, lourde d'histoire. Elle ne l'utilise pas pour rien. Généralement, c'est une interjection qu'on utilise pour louer quelque chose. Tout à fait. On est généralement dans la louange quand on utilise ce haut. Oui, pour invoquer aussi. Ou pour on invoquer, revient à l'invocation de Vallée et d'Ave, moi je trouve. Effectivement, parce que ça pourrait aussi être utilisé comme dans des formules comme « Oh, ma douleur », et là, effectivement, on est dans l'invocation. À la différence près que ce qui est invoqué ici, c'est des choses qui sont très terrestres, en fait, justement. Tout à fait. C'est vraiment son expérience terrestre. Puisque ce qui était invoqué avant, c'était justement le surnaturel et ce qu'il y avait derrière le voile. Alors là, justement, au moment où elle est sur le point de quitter la vie terrestre, c'est là qu'elle commence à l'invoquer. C'est parce qu'elle accepte plus facilement. Peut-être. Qu'elle a atteint un apaisement et du coup, regarder ce passé qui jusque-là peut-être l'effrayait. Maintenant, elle s'en est défait. Peut-être qu'elle a atteint un niveau où elle a réussi à se libérer de son hérédité. Elle a atteint un niveau de pureté. Et elle parvient enfin à avoir de l'affection pour oui, peut-être qu'elle a de la tendresse pour elle-même aussi. L'acceptation de la torture de sa vie. Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés, ô chauds soupirs, ô larmes épandues, ô noires nuits vainement attendues, ô jours luisants vainement retournés, ô tristes plaints, ô désirs obstinés, ô temps perdus, ô peines dépendues, ô mille morts à mille rétendus, ô pires maux contre moi destinés. Ô ris, ô front, cheveux, bras, mains et doigts, ô lutte plaintif, viol, archette et voix, tant de flambeaux pour ardre une femelle. De toi me plains que tant de feux portant, en tant d'endroits dissous mon cœur t'attend. N'en est sur toi volé quelque étincelle. Et quand elle écrit « Je ne sais pas pourquoi je meurs et noie », pour moi, on a une résonance assez évidente avec le vers le plus connu de Louise Labbé, qui est « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie ». Donc on a une intertextualité qui n'est pas là pour rien, puisque Louise Labbé, c'est effectivement la poétesse de l'amour par excellence, de l'amour qui est aussi source de souffrance, voire principalement source de souffrance. Et elle fait cet écho-là, et je ne sais pas pourquoi je meurs et noie avant d'entrer à l'éternel séjour. Donc c'est-à-dire que cette souffrance-là, toute terrestre, elle la laisse derrière elle, puisqu'ensuite elle entre dans cet éternel séjour, et là elle ne sait pas de qui elle est la proie, elle ne sait pas de qui elle est l'amour, puisque... Elle renaît. Voilà, c'est ça. Tout qu'il y a quand même un léger regret de ne pas avoir su faire sens, en fait, de toute cette expérience terrestre quand même aussi. Peut-être, oui. Elle parle quand même d'un beau parcours de l'esprit enchanté. Il y a quand même un recul qui est fait sur son parcours,
elle ne semble pas émettre de regrets, j'ai l'impression quand même. De regret de ne pas le comprendre, enfin de ne pas l'avoir, tu vois, de pas l'avoir résolu aussi, tu vois. Ouais, peut-être. Journal, 2 janvier 1932. Le phénomène de la création littéraire est singulièrement celui de l'attente. Cela impliquerait une émission extérieure à l'auteur qui ne ferait que l'arrêter. Il est impossible de ne pas inférer cela. Il y a des moments pour moi où cette attente est de l'angoisse. En fait, elle évoque aussi beaucoup la dualité, hein. Au pire mal, aux grâces descendues, au long regard aux foudroyantes nues. Finalement, elle montre juste que sa vie a été faite de mal comme de bien. Je trouve qu'il n'y a pas d'avis porté dessus. En fait, c'est un peu ce que disait Arthur. C'est ce point d'interrogation porté sur ses lèvres. Elle ne sait pas. Simplement, elle constate de quoi a été fait sa vie. Et peut-être que c'est une forme de bilan aussi, parce qu'elle aimait beaucoup faire des bilans, enfin elle aimait beaucoup, je sais pas si... En tout cas, elle en faisait beaucoup. Elle faisait beaucoup de bilans dans son journal. Dans Agnès, on le voit aussi quand elle fait le passage entre là où est-ce qu'elle en est et où est-ce qu'elle voudrait aller ensuite. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une forme de bilan de toute sa vie, juste avant la mort. Je suis d'accord. Journal, 23 mars 1931. Claude, mon chéri, tu m'as écrit d'avoir compris que celui-ci m'avait aimé. Tu le sauras bientôt avec étonnement, tu le liras. Ici, je l'ai aimé aussi. Claude, ce fut une construction la plus volontaire du monde. Au milieu de ma vie, j'ai cru pouvoir édifier un amour qui serait toute une lumière. J'étais libre. Je ne croyais faire aucune faute. Aucune volupté ayant en soi sa fin n'était ma fin. Non, l'amour, ce serait de réduire absolument la distance d'un être à un autre. Et celui-ci m'avait écrit « Puis-je être plusieurs ?» Il fut plusieurs. Il fut lui, et encore en moi, lui. Je me voyais ainsi être 2 fois moi. Toutes mes forces furent jetées dans cette réaction de l'esprit. Et comme il fallait qu'elle fût parfaite, toutes mes forces s'appliquaient à éloigner de la vie de l'autre l'altérité. L'altérité, ce qui n'était pas de son essence, les conversations simulant ce que l'esprit n'était pas, les amitiés feignant de priser des valeurs qui pour lui ne compteraient pas, les buts intimes de l'intelligence. Des années je me suis usée à m'opposer à ces choses, mais lui y tenait, car la pureté ne donne pas la puissance, et c'est tout ce qui trahit l'essence qui sert la personne. Or, à la fois, il était essence, et à la fois personne. Et à la fin, la personne demeura seule en lui. Nom, réputation, argent, ami. Mais tout ce qui était en moi, l'ennemi de la personne, la fierté, le dédain, l'insularité, la maladroite franchise, la violence qui ne compose pas, le protestantisme, il a travaillé 7 ans à le défaire, à l'humilier. J'ai honte d'avoir perdu ma vie à cette lutte, Claude. J'ai honte de n'avoir, pour toute œuvre, que fait le combat du jour et de la nuit. Il vaut mieux que tu ne lises pas ces illisibles cahiers, Claude. Si je ne les détruis pas, c'est que je souhaite que leur sinistre monotonie expose la bêtise qu'il y a de croire que 2 êtres puissent en faire un. Et puis, je m'accuse, pour finir, d'un égoïsme formidable. Ce mot seul est assez gros, car cet édifice le plus beau de la terre, cet amour, c'était un édifice pour mon bonheur. Et naturellement, je n'y avais pas mis que l'intelligence, mais tout le meilleur des vivants, tout ce qu'ils ont sorti d'eux en lumière, le courage, la netteté, la pudeur, la pureté. Claude, ce palais de l'amour, j'avais pensé le faire d'intelligence. Mais 7 ans après, j'ai su qu'il fallait le faire d'âme aussi.
Après, moi, ce qui m'épate dans ce poème, c'est la manière dont elle se réapproprie une forme, le sonnet, la forme classique par excellence, sans le parodier. Contrairement à ce qu'a pu faire par exemple Corbière, elle le parodie pas, elle réutilise le même vocabulaire avec ce vocabulaire amoureux, au long regard, au grand désir. Cet avant-dernier vers, je ne sais pas de qui je suis la proie, ça m'évoque l'un des topoïdes de la poésie amoureuse, celui où l'amoureux ou l'amoureuse se compare à une proie, et pourtant elle en fait quelque chose de totalement différent, je trouve ça incroyable. C'est vrai qu'en plus, dans le poème de Louise Labbé, dont j'ai cité un vers, on a vraiment cette dimension de femme qui est en proie à l'amour, et l'amour avec un A majuscule, donc l'amour personnifié, finit par prendre possession de son être. Et elle n'est plus du tout actrice, elle est totalement soumise aux volontés d'un amour qui est personnifié, c'est-à-dire qui devient un agent actif dans le poème. Et c'est pour ça que dès le début, moi j'avais vu une évocation de la mort à venir, et dans ce vocabulaire amoureux qu'elle utilise dans « au long regard, au grand désir », j'avais vu comme l'attente de Dieu, mais en même temps il y a toutes ces images aussi sombres, donc il y a aussi l'angoisse d'arriver vers cet inconnu. C'est comme ça que je l'avais lu. Ô cœur muet des vivants hors la vie, sourde musique aux confins d'aujourd'hui, perdu, parfait, deuil, désir, léthargie. Le mal de Dieu est un feu dans la nuit. Le lâche appelle vers votre multitude, foule immobile en l'obscur éternel. Traverse-t-il outre la solitude? Peut-il blesser l'innombrable sommeil? Vers votre horreur notre soif est allée. Ô frère lourd, léger dans l'inconnu, fils de l'esprit dont la force est passée, des profondeurs, sauvez l'esprit perdu. Ça rejoint de toute façon l'idée toute humaine dont on avait parlé avant, la félicité d'atteindre le monde qu'on convoite et l'angoisse universelle de la mort en elle-même et de ce qu'elle représente réellement. Oui, Vallée où elle dit le paradis où l'angoisse et désir. C'est ça, exactement, ouais. Journal, fin octobre 1928. Rien ne compte plus. Il y va de tout mon être. Je dirai la vérité. On m'a fait la faveur de permettre que je sois seule. Environ 3 minutes. Je me rassieds. Environ encore 3 minutes. Je ne parle pas. Je ne prie pas, je ne lui parle pas. Puis je me dis, c'est curieux, car à peine la substance est dans mon corps, enfin, donc à la 6e minute, que mon corps se trouve différent au rapport de sa terre. Il semble avoir changé de poids. Mon corps est stable et comme d'une gravité plus grande, d'une masse qui n'était pas la sienne. Le rapport masse égale poids sur accélération vient de subir quelque altération que je contemple tranquillement. Je ne lui parle encore pas. Je me parle. L'on se sent assis. Que sentais-je? Ce que sentirait une feuille qui deviendrait temple. Ceci ne s'entend pas. Ce que sentirait l'incertain, l'inquiet, le menacé qui deviendrait éminemment solide. L'on est bien. Je n'attendais pas de miracle. Un bien-être dominateur suffisait à me priver même du désir de la prière.
je n'ai pas envie de m'en aller. J'avais calculé qu'il serait convenable de rester là un long quart d'heure, mais à présent, je resterai indéfiniment. J'abuserai jusqu'à l'inhabituel de la permission de rester. Pourquoi ? Pour ce bien-être. Voilà tout. Pourtant, il est 8 heures du matin. J'ai peu dormi et rien mangé. Je resterai. Je resterai. Au fond, dans la demi-ombre, une voix tousse discrètement pour m'avertir d'une présence. C'est le successeur de l'apôtre qui a présidé, non sans en appréhender l'importance, à ce fait qui n'a pas le rythme ordinaire. Il restera là, par politesse, et je le fais attendre en restant. Qu'il attende. Je suis comme l'enfant qui se baigne dans la mer un jour de soleil et ne peut revenir quoi qu'on le rappelle au rivage. On est bien, parfaitement bien. Cela doit être la 10e ou 12e minute. Il est venu comme un voleur, et maintenant, il n'y a plus aucune manière de continuer ce récit, qui ne paraisse pas insensé. Plus près, la tendresse absolue, je l'accepte comme à la mort d'André j'ai accepté l'âme d'André, mais l'âme d'André était encore inefficace et manquait la mienne, morte ou vivante, comme toute humanité manque toute humanité. Que puis-je décrire qui ne soit pas insolence ? Je ferais mieux de noter en abrégé, pour ma mémoire seulement, le moment où il est trop près pour que je voie, le moment où il est plus près et où j'accepte, le moment où il trouve le secret profond de l'âme et où j'ai peur, et où j'ai un mouvement de recul, de défense involontaire et même contraire à ma volonté, la peur absolue du feu, cette flamme extraordinaire comme un serpent qui serait doux, comme une fumée et comme un parfum, encore que mon âme est reculée en moi-même, elle l'a atteinte. Il est plus difficile de se laisser prendre l'âme que le corps. Je me suis défendue de la même façon. Ce ne fut qu'un instant, l'instant le plus bref et le plus long dont tout amour a l'expérience. J'ai eu si peur que je me suis mise à lui parler pour retomber à l'everyday, à l'ordinaire. Comme on vous dit de le faire dans les manuels de l'enfance, j'ai demandé. Dérision. J'ai parlé de mon travail à ce qui n'est plus temps, plus espace. J'ai même pensé aux autres, aux miens, à tous, même au combat de salon que me prépare Madame la baronne de Pierrebourg avec ses histoires. J'ai demandé que ceci ne soit plus. Et enfin, avec crainte et sans m'écouter, j'ai dit, puisqu'il le fallait, un mot de prière pour ce malheureux. Mais un silence céleste, était-ce une réponse ? Alors, je suis revenue à la maison. Les voiles du brouillard à demi allégés, le jardin respiré, humide et brillant, duveté, tranquille. J'ai bu le café, j'avais très faim, j'étais très gaie. Mon amour, vous pouvez donc venir ou ne pas venir, vous avez été là. Votre présence, non en esprit, non en image passée, non en songe éveillé, mais sensible et certaine et perceptible comme la vie, n'a pu être qu'une fois et peut vouloir qu'une fois suffise. Ô désastre du destin qu'un tel possible est fin de moi-même, dans l'instant que je connais l'abîme de moi que vous comblez et que je mesure ce vertige de profondeur, il faut que je pense que vous lui manquerez peut-être, et que l'extrême de mon amour et de ma misère ne présume pas de votre liberté. Vous pouvez venir ou ne pas venir, mais comment continuer de vivre ?
Et si vous ne venez point, quand je ne puis plus enfin douter de votre existence, et que je la sais, non comme je sais quelque existence qui m'entoure, mais comme je savais l'existence de ceux qui furent moi. Ils n'avaient qu'approché dans l'amour dont vous m'avez illuminé. Si vous ne venez point, après vous être un moment fait moi, ne valait-il pas mieux pour moi ne jamais vous connaître? Ainsi, je lui ai parlé ce soir-là, comme jamais à aucun homme, à l'étrange étranger que je n'aimais pas, et dont il me choquait tant qu'il fut un homme. Autrefois, jadis, il y a quelques jours,